Mon ex-femme est revenue en disant « Je sais que je t'ai manqué, chérie ». C'est alors que son ami est apparu. La porte s'est ouverte sans qu'on ait frappé, à 18h37 précise, un mardi soir. Cela allait tout changer. Elle avait encore la clé, bien sûr. J'avais oublié de la lui réclamer pendant la procédure de divorce, trop concentré sur le partage des biens et le démêlage des obligations financières pour penser à quelque chose d'aussi symbolique que des clés de maison. Je sais que je t'ai manqué, chérie. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez et appuyez sur ce bouton d'enthousiasme pour dynamiser cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Vanessa est entrée dans mon salon comme si elle en était la propriétaire. Ses talons claquaient contre le parquet avec ce rythme familier qui, autrefois, faisait battre mon cœur d'anticipation. Maintenant, cela ressemblait simplement à un compte à rebours menant à une explosion que je sentais venir mais que je n'avais pas encore identifiée. Sac à main de créateur se balançant à son épaule, maquillage appliqué avec une précision chirurgicale, une confiance irradiant de chaque pas calculé. 3 mois depuis que les papiers du divorce avaient été finalisés, et elle donnait l'impression d'avoir planifié cette entrée depuis des semaines, répétant ses répliques et mettant en scène son retour dramatique. Je ne me suis pas levé de mon fauteuil de lecture en cuir, celui que nous nous étions disputés à l'achat parce qu'elle avait dit que le cuir marron était trop masculin pour l'esthétique du salon qu'elle cultivait. Le café dans mes mains est resté stable, la céramique chaude contre mes paumes, la vapeur s'élevant entre nous comme de l'encens lors de funérailles. Elle s'attendait à du choc, peut-être des larmes, certainement un grand geste de réconciliation, avec musique dramatique et course au ralenti. Au lieu de ça, elle a eu le calme d'un mardi soir et le léger bourdonnement de mon climatiseur qui travaillait d'arrache-pied contre la chaleur d'eau qui semblait la suivre partout. « Bonjour, Vanessa », ai-je dit, la voix aussi plate que les rapports boursiers de la veille. Elle s'est arrêtée sur le seuil, scrutant la pièce à la recherche de changements avec l'attention systématique d'un expert évaluant la valeur d'un bien. Les photos de mariage avaient disparu, évidemment. Ses coussins décoratifs s'étaient volatilisés. Les bougies parfumées qu'elle insistait pour acheter chaque mois lavande pour la relaxation, vanille pour la romance, eucalyptus pour l'énergie avaient été remplacées par de simples lampes de lecture qui fournissaient un éclairage réel au lieu d'une ambiance tamisée. Tout ce qui était féminin, pointilleux et cher avait été enlevé, laissant place à des lignes épurées et à des meubles fonctionnels. Un espace d'homme à nouveau, organisé autour du confort plutôt que de la gestion de l'image. « Tu as redécoré ?» a-t-elle observé, lissant sa jupe crayon et se perchant sur le bord de mon canapé gris. La même place qu'elle revendiquait lors de nos soirées cinéma. À l'époque où nous en avions, à l'époque où elle prétendait s'intéresser à mes histoires d'ingénieur, et où je prétendais ne pas remarquer qu'elle envoyait des SMS à d'autres personnes pendant chaque conversation que nous tentions. J'ai simplifié, ai-je corrigé, en prenant une autre gorgée mesurée de café. Luc, j'ai réfléchi. Sa voix portait cette douceur étudiée, comme du miel versé sur du verre brisé. Le même ton qu'elle avait utilisé pour expliquer pourquoi elle avait besoin d'un voyage entre filles à Cancun qui coûtait plus que mon salaire mensuel. Ou pourquoi les séances avec son coach personnel étaient absolument essentielles pour sa santé mentale et son estime de soi. Nous avons fait des erreurs, tous les deux. Le mariage est compliqué et nous étions jeunes quand nous avons commencé ce voyage ensemble. Mais ce que nous avions était réel. La fondation était solide. De la vapeur s'échappait de sous la porte de la salle de bain. Elle ne l'a pas remarqué, car elle ne remarquait jamais rien qui ne concernait pas directement sa gratification immédiate ou sa planification stratégique à long terme. « Je te pardonne », a-t-elle continué, se penchant en avant avec une vulnérabilité calculée qui m'avait autrefois fait me sentir comme un héros sauvant une demoiselle en détresse. D'avoir été froid quand j'avais besoin de chaleur. De ne pas t'être battu plus fort quand je criais manifestement pour attirer l'attention et l'affection. De m'avoir laissé partir alors que tu aurais dû me courir après, comme les hommes le font dans les films et les romans d'amour. L'audace m'a frappé comme un train de marchandises enveloppé de tissus de créateur. Elle était partie en m'appelant sa plus grande erreur, avait pris la moitié de mon compte épargne, avait vidé nos cartes de crédit communes lors de sa virée shopping d'adieu, et avait passé 2 mois à poster des photos de vacances avec son coach personnel, Brad, pendant que je travaillais 16 heures par jour pour essayer de reconstruire mes finances. Et maintenant, elle était assise dans ma maison, me pardonnant pour ses propres choix. C'est généreux de ta part, ai-je dit, en prenant une autre gorgée de café qui devait probablement refroidir mais qui avait toujours le goût de la victoire. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer.
Elle s'est rapprochée, son parfum flottant entre nous comme un poison coûteux conçu pour obscurcir le jugement et évoquer des souvenirs de temps meilleurs. Brad n'était qu'une distraction, une erreur, une phase que je devais traverser pour réaliser ce que je voulais vraiment. Il n'a jamais été toi, Luc. Il n'a jamais eu ta stabilité, ta fiabilité, tes revenus réguliers et tes avantages sociaux. Ah, ai-je dit. La voilà. Quoi donc? La vraie raison de ta présence. Brad s'est avéré être tout en entraînement personnel et rien en finance personnelle. Laisse-moi deviner. Il est fauché, au chômage, ou les deux. Son visage parfaitement maquillé a vacillé d'agacement avant de retrouver une vulnérabilité blessée, comme un masque qui se remet en place. Il ne s'agit pas d'argent. Avec toi, tout est une question d'argent, Vanessa. Ça l'a toujours été. Tu l'as juste enrobé de langage romantique et de manipulation émotionnelle. Ce n'est pas juste. Nous pouvons arranger ça. J'ai appris de mes erreurs. Je sais ce que je veux maintenant, ce dont j'ai besoin, ce qui me rendrait vraiment heureuse. La porte de la salle de bain s'est ouverte avec un léger déclic qui a pourtant réussi à sonner comme le tonnerre. La vapeur s'est répandue comme un brouillard matinal, et Rebecca est apparue, vêtue uniquement d'une serviette blanche et d'un sourire qui pourrait arrêter la circulation à Manhattan en pleine heure de pointe. J'en doute, a dit Rebecca, passant les doigts dans ses cheveux blonds mouillés qui captaient la lumière de la lampe comme de leur filet. Il a été plutôt occupé. Le temps s'est arrêté. La bouche de Vanessa s'est ouverte, fermée, puis rouverte, comme un poisson sorti de l'eau et laissé à halter sur le pont. Son sang-froid parfait s'est fissuré en deux. Son fond de teint semblait soudain plâtré au lieu d'être naturel. Son rouge à lèvres était trop vif sur une peau devenue pâle de choc. Rebecca s'est approchée avec l'assurance d'une femme qui était exactement à sa place, qui avait tout à fait le droit d'être là, qui ne jouait pas un rôle, ne faisait pas semblant et ne calculait pas les angles. Elle m'a embrassé, lentement et délibérément, avec un goût de dentifrice à la menthe, de victoire, et de ce genre d'affection honnête qui ne nécessite ni séance de stratégie ni analyse coût-avantage. Sa main libre reposait sur mon épaule, revendiquant un territoire avec une possession désinvolte qui parlait de nuits passées ensemble, de matins partagés, d'une relation construite sur une compatibilité réelle plutôt que sur des attentes sociales. Quand elle s'est reculée, le visage de Vanessa était devenu 3 tons plus pâle sous son maquillage coûteux, celui qui coûtait plus cher au gramme que ce que la plupart des gens dépensent en course. Tu te souviens de Rebecca, ai-je dit, en posant mon café sur la table d'appoint avec un calme délibéré. Ta meilleure amie d'autrefois. C'était ton amie, a corrigé Rebecca, ajustant sa serviette avec une grâce désinvolte qui faisait paraître les pauses calculées de Vanessa amateur en comparaison. Tu as couché avec mon mari. La voix de Vanessa a grimpé de 2 octaves, son calme de façade se dissolvant en quelque chose de brut et de désespéré. Elle s'est levée si vite que son sac à main est tombé par terre, répandant rouge à lèvres et pastilles à la menthe sur mon parquet. Ex-mari, ai-je corrigé avec la patience d'un enseignant s'adressant à un élève particulièrement lent. Les papiers ont été finalisés il y a 3 mois. Tu te souviens? Tu les as signés à l'encre violette parce que tu disais que le noir était trop déprimant pour les nouveaux départs. Rebecca s'est dirigée vers la cuisine avec une assurance fluide, complètement à l'aise dans mon espace. Notre espace, maintenant. Elle a ouvert le réfrigérateur et a sorti une bouteille de vin blanc. Des mouvements rodés et naturels. Elle savait où tout se trouvait parce qu'elle vivait ici depuis des semaines. Chaque soir que tu as passé avec ton coach, Brad, a dit Rebecca, sans se retourner, le bouchon sortant avec un pop satisfaisant, Luc était seul ici, se demandant ce qu'il avait fait de mal, se blâmant pour ton malheur. Espèce de petite manipulatrice. Attention, ai-je averti, ma voix baissant au ton que j'utilisais avec les clients problématiques. Rebecca n'a été qu'honnête, contrairement à certaines personnes dans cette pièce. Vanessa a commencé à faire les 100 pas, ses talons de créateur laissant de minuscules rayures sur mon parquet. La femme qui était partie la tête haute et le majeur levé s'effondrait en temps réel. Je me suis surpris à l'étudier comme un spécimen de laboratoire, cataloguant chaque fissure dans la façade, notant à quelle vitesse la confiance devenait de l'hystérie lorsqu'elle perdait le contrôle du récit. C'est de la folie, a-t-elle dit, sa voix montant vers des aigus stridents. Rebecca, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes amis depuis l'université. Je t'ai tout dit sur lui. Tout. Sa routine matinale. Son obsession bizarre d'organiser la bibliothèque par date de naissance des auteurs. Comment il s'endort en lisant tous les soirs et laisse la lampe allumée. C'est vrai,
a admis Rebecca, versant du vin dans 2 verres avec des mains stables. Son petit déjeuner préféré, ce sont des œufs brouillés avec du cheddar fort et du poivre noir. Il aime son café noir avec exactement un sucre. Il lit des romans policiers jusqu'à minuit et laisse des marque-pages dans 3 livres différents à la fois. Il est rancunier, mais pardonne facilement si quelqu'un s'excuse vraiment au lieu de trouver des excuses. Elle m'a tendu un verre et s'est installée à côté de moi sur le canapé, assez près pour que sa cuisse presse la mienne à travers la serviette. Le geste était désinvolte mais territorial, marquant les limites avec une précision subtile. Tu m'as aussi dit qu'il était ennuyeux, a poursuivi Rebecca, faisant tourner le vin dans son verre. Prévisible. Qu'il ne te surprenait jamais ni ne te faisait chavirer. Qu'il ressemblait plus à un appareil électroménager fiable qu'à un amant passionné. Je me défoulais. Tu étais honnête, ai-je dit. Enfin. Je me suis trompé à ce sujet, a dit Rebecca en me regardant droit dans les yeux. Sur le côté ennuyeux. Il s'avère que tu n'as juste jamais prêté attention aux parties intéressantes. Les yeux de Vanessa allaient et venaient entre nous, traitant les implications avec la rapidité d'une femme qui avait construit toute sa vie sur la lecture des dynamiques sociales. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps quoi? A demandé Rebecca avec une obtusité délibérée. Depuis combien de temps tu couches avec mon mari? Ton ex-mari, ai-je corrigé à nouveau. Et environ 2 semaines après que tu sois parti pour ta retraite de yoga au Costa Rica, celle qui a coûté 3 600 € et a duré 6 semaines. La chronologie l'a frappée comme une gifle. J'ai vu la prise de conscience se dessiner sur ses traits alors qu'elle faisait le calcul. Brad, le coach, n'avait pas été une décision impulsive. Elle planifiait sa stratégie de sortie depuis des mois, alignant son remplaçant pendant que je travaillais tard au bureau d'ingénierie et que je lui faisais entièrement confiance. Tu m'as trahi, a-t-elle murmuré. Et pour la première fois, sa voix portait une douleur réelle au lieu d'une indignation théâtrale. Rebecca a ri, un son aussi vif et clair que du cristal qui se brise. Je t'ai trahi? Tu es sorti de cette maison en traitant Luc d'erreur. Tu as dit qu'il était la pire décision que tu aies jamais prise. Tu m'as dit qu'il t'ennuyait à mourir et que tu préférais regarder la peinture sécher plutôt que de passer une autre soirée à l'écouter parler de circuits imprimés et de délais de projet. J'étais en colère. Tu étais honnête, ai-je répété. La plus honnête que tu aies été en 2 ans de mariage. Alors je l'ai réconforté, a poursuivi Rebecca, se levant et se dirigeant vers la fenêtre. Sa serviette est restée parfaitement en place, défiant à la fois la gravité et les espoirs évidents de Vanessa d'un incident vestimentaire. Je l'ai écouté parler de combien il t'avait aimé, à quel point il avait essayé de te rendre heureuse, comment il se blâmait pour ton malheur et se demandait ce qu'il aurait pu faire différemment. Le visage de Vanessa s'est légèrement crispé, le fond de teint se plissant autour de ses yeux. Pendant un instant, elle a ressemblé à la femme que j'avais épousée, au lieu de l'étrangère qui avait systématiquement détruit tout ce que nous avions construit ensemble. Et tu sais ce que j'ai appris pendant ces conversations? Rebecca s'est retournée vers nous. La lumière du soir provenant de la fenêtre créait un halo autour de ses cheveux humides. Tu avais raison sur certaines choses. Il est prévisible. Il pardonne trop facilement. Il travaille trop et oublie de déjeuner quand il est concentré sur un projet. Alors tu admets. J'admets que tu te trompais sur la partie importante, a interrompu Rebecca. Il n'est pas ennuyeux. Tu n'as juste jamais pris la peine de prêter attention à quoi que ce soit qui ne te profitait pas directement. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil tendu prêt à rompre. Je pouvais presque entendre les pensées de Vanessa s'emballer, essayant de trouver un angle, un moyen de reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait déjà complètement échappé. Ma famille, a-t-elle dit soudainement, la voix désespérée. Ils n'accepteront jamais ça. Tes parents m'adoraient, Luc. Ils m'appelaient la fille qu'ils n'avaient jamais eue. Ils ne comprendront pas cette trahison. J'ai jeté un coup d'œil à Rebecca, qui a souri avec la satisfaction secrète de quelqu'un qui détient toutes les cartes gagnantes. En fait, ai-je dit, posant mon verre de vin avec un soin délibéré, il dîne avec Rebecca demain soir. Maman va lui apprendre à faire sa recette spéciale de lasagne, celle qu'elle ne t'a jamais apprise parce que tu disais que la cuisine était en dessous de tes compétences. Quoi? Ils sont venus la semaine dernière, a expliqué Rebecca, se réinstallant sur le canapé à côté de moi. Quand ton père était à l'hôpital pour son opération du cœur. Ils sont restés 3 jours pendant sa convalescence. Le visage de Vanessa est devenu blanc sous son fond de teint soigneusement appliqué. Vous étiez là.
Il fallait bien que quelqu'un y soit, ai-je dit doucement. Tu étais au Costa Rica, en train de poster des selfies de yoga avec Brad. Je ne savais pas qu'il était malade. Parce que tu nous as tous bloqués sur les réseaux sociaux après le divorce, a terminé Rebecca. Ta mère a appelé Luc en pleurant à 2 heures du matin. Il a conduit pendant 6 heures pour être là moins de 4 heures après l'appel. Je me suis souvenu de cette semaine avec une clarté cristalline, assis sur des chaises d'hôpital inconfortables, buvant un café horrible de distributeur, tenant la main de la mère de Vanessa pendant qu'elle s'inquiétait des complications et de la mortalité. Rebecca était descendue en voiture le lendemain avec de la soupe maison et était restée éveillée toute la nuit avec moi dans la salle d'attente, nous assoupissant l'un contre l'autre pendant que les machines bipaient et que les infirmières chuchotaient dans le couloir. Ils pensent que tu les as abandonnés, eux aussi, ai-je poursuivi. Ta mère a pleuré pendant 2 heures sur la façon dont tu avais changé, comment la fille qu'elle avait élevée n'aurait jamais priorisé des vacances sur une crise familiale. Ce n'est pas. Je traversais une transition difficile. Il préfère Rebecca maintenant, ai-je dit simplement. Elle se montre vraiment quand les gens ont besoin d'elle. Les mots ont atterri comme des coups. Vanessa a attrapé son sac à main par terre, les mains tremblantes alors qu'elle remettait son contenu éparpillé à l'intérieur. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Mais la menace sonnait creuse, désespérée. Si, ça l'est, a répondu Rebecca en tendant la main derrière le coussin du canapé. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir avant de partir. Elle a levé sa main gauche. La lumière du diamant a capté la lampe du plafond et a projeté des arcs-en-ciel sur le mur comme des promesses éparses. La bague de la grand-mère de Vanessa. La monture antique qu'elle avait toujours convoitée. L'héritage familial qu'elle s'attendait à recevoir. Elle a dit de la donner à quelqu'un qui n'irait pas mettre en gage un souvenir pour de l'argent de vacances, ai-je dit. Vanessa a fixé la bague comme si elle pouvait la mordre. Son héritage, son legs, son droit de naissance scintillant au doigt d'une autre femme. Tu ne peux pas, a-t-elle soufflé. Cette bague est dans notre famille depuis 4 générations. Grand-mère a toujours dit qu'elle serait à moi. Elle a changé d'avis, a dit doucement Rebecca. Nous avons parlé pendant des heures de ce qui fait fonctionner un mariage, de l'engagement, du sacrifice et du fait de mettre la famille en premier. C'était une femme charmante avec des opinions très arrêtées sur le caractère. Quand était-ce? Le mois dernier, avant qu'elle ne décède. Je suis resté avec elle pendant 3 jours pendant qu'elle mourait, parce que quelqu'un aurait dû être là. Le coup de grâce a atterri, net et dévastateur. Vanessa avait manqué les dernières semaines de sa propre grand-mère, trop occupée à construire sa nouvelle vie avec Brad pour se soucier des obligations familiales. Pendant ce temps, Rebecca avait gagné l'approbation que je n'avais jamais pu obtenir, avait écouté des histoires sur des recettes et l'histoire familiale, pendant que Vanessa postait des stories Instagram de retraite de yoga. Sors, a murmuré Vanessa. C'est ma maison, lui ai-je rappelé, me levant pour la première fois depuis son arrivée. Tu as choisi de la quitter. Tu as choisi de tout quitter. Cette bague, cette maison, notre mariage, l'amour de ma famille. Tu as tout jeté pour l'excitation, l'aventure et un coach personnel qui s'est avéré être au chômage. Il n'est pas au chômage. Il s'est fait virer il y a 3 semaines pour avoir couché avec des clientes, a dit Rebecca nonchalamment. Je l'ai appris par Janet à la salle de sport. Apparemment, tu n'étais pas sa seule femme mariée. Le visage de Vanessa a changé plusieurs fois de couleur avant de se fixer sur un blanc grisâtre. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers la porte, ses talons claquant frénétiquement maintenant, la démarche assurée remplacée par une retraite désespérée. Sur le seuil, elle s'est arrêtée sans se retourner. J'espère que vous êtes heureux, a-t-elle dit, la voix chargée de larmes non versées. Nous le sommes, a simplement répondu Rebecca. J'espère que tu réalises ce que tu as fait à notre amitié. J'ai réalisé exactement ce que valait notre amitié, a dit Rebecca. À peu près la même chose que ton mariage, apparemment. La porte s'est refermée avec un léger déclic qui a pourtant sonné aussi définitif qu'un couvercle de cercueil. L'explosion sur les réseaux sociaux a commencé exactement 47 minutes après le départ dramatique de Vanessa. Sa première publication est apparue à 23h13. Un manifeste en 3 paragraphes sur la trahison et l'amitié, accompagné d'une vieille photo d'elle et de Rebecca lors de leur remise de diplôme universitaire, souriant toutes les deux avec l'optimisme naïf de jeunes de 22 ans qui pensaient que le monde leur devait le bonheur. La légende disait, parfois, les personnes les plus proches de vous sont celles qui vous blessent le plus. La confiance est un cadeau précieux.
Une fois brisée, elle ne peut jamais être entièrement réparée. Trahison, amitiés brisées, avancées plus fortes, Anselès Foscule. J'ai regardé depuis mon lit pendant que Rebecca faisait défiler son téléphone à côté de moi, tous deux fascinés par le désastre numérique qui se déroulait en temps réel. Elle prétend que tu m'as séduit pour m'éloigner de mon mariage, a dit Rebecca en me montrant l'écran. Les commentaires affluaient déjà, un mélange d'émojis choqués et de demandes d'informations supplémentaires. Techniquement exact, ai-je répondu en la rapprochant sous les couvertures. Elle dit aussi que j'étais jalouse de votre mariage et que j'ai comploté pour vous séparer pendant des années. Moins exact. Tu avais de meilleures choses à faire que de comploter ma chute amoureuse. Comme finir tes études de médecine et commencer ton internat, par exemple. Détail mineur, ai-je dit en lui embrassant l'épaule. La réponse de Rebecca est apparue 1 heure plus tard. Une simple photo de nous en train de cuisiner ensemble dans ma cuisine, elle portant un de mes t-shirts et riant de quelque chose que j'avais dit hors champ. La légende disait, la maison est là où l'on trouve la paix. Parfois, c'est exactement là où on s'y attend le moins. Reconnaissante, nouveau départ, bonheur. Les j'aime ont afflué immédiatement. Des commentaires d'amis communs, de membres de la famille, de collègues qui avaient vu mon mariage s'effondrer et avaient été témoins du comportement de plus en plus erratique de Vanessa au cours de l'année écoulée. Des gens qui attendaient que quelqu'un dise ce qu'ils pensaient tous. Génie de ton bureau, a commenté, a dit Rebecca en actualisant la page. Qu'a-t-elle dit? Il était temps que quelqu'un redonne le sourire à Luc, avec des émojis cœur dans les yeux. Génie est marié. Les femmes heureuses en mariage adorent les bonnes histoires de rédemption. Au matin, le récit avait complètement évolué au-delà du contrôle de Vanessa. Des captures d'écran de SMS qu'elle avait envoyées à divers amis au cours de l'année écoulée ont fait surface. Des conversations où elle s'était plainte que j'étais ennuyeux, contrôlant, prévisible. Des messages où elle avait traité Rebecca de célibataire pathétique et désespérée d'attention masculine, le genre de femme qui se contente des restes des autres. L'ironie n'a échappé à personne. Elle se fait passer pour pire à chaque publication, ai-je dit à Rebecca autour d'un café, en faisant défiler des tentatives de plus en plus désespérées de limiter les dégâts. Elle l'a toujours fait, a répondu Rebecca, beurrant une tartine avec une précision médicale. Tu n'as juste jamais voulu le voir parce que tu pensais que l'aimer signifiait ignorer ses défauts. Je pensais que l'aimer signifiait l'aider à devenir meilleur. On ne peut pas réparer les gens qui ne veulent pas être réparés, Luc. On ne peut que s'épuiser à essayer. La sonnette a retenti à 9 heures précises. J'ai ouvert pour trouver ma mère tenant un plat à gratin et arborant l'expression qu'elle réservait aux urgences familiales et aux catastrophes naturelles. C'est vrai, a-t-elle demandé en entrant sans y être invitée. Quelle partie, maman? La partie où tu vas épouser Rebecca le mois prochain et que tu ne l'as pas dit à ta propre mère? J'ai cligné des yeux. Quoi? Maman m'a tendu son téléphone. Vanessa avait posté une autre mise à jour au lever du soleil, affirmant que Rebecca m'utilisait pour planifier un mariage élaboré conçu pour l'humilier. La publication incluait des détails spécifiques sur des lieux et des dates qui étaient complètement fabriqués, mais qui semblaient assez convaincants pour tromper les gens qui ne savaient pas mieux. Nous ne préparons pas de mariage, ai-je dit. Bien que même en prononçant ces mots, j'ai réalisé à quel point ils sonnaient défensifs. Vous devriez, a répondu maman, me bousculant pour serrer Rebecca dans ses bras. Elle est parfaite pour toi. Elle écoute vraiment quand les gens parlent, se souvient des anniversaires, ne dépense pas ton argent en bêtises. Maman, cette fille que tu as épousée était un problème dès le premier jour, a poursuivi maman en s'installant dans ma cuisine comme si elle était chez elle. Trop jolie, trop prétentieuse, trop habituée à obtenir ce qu'elle veut. Rebecca, elle, se soucie vraiment de la famille. Elle m'a aidé à nettoyer le garage de ton père le week-end dernier. J'ai regardé Rebecca, qui a haussé les épaules d'un air désolé par-dessus sa tasse de café. Tu as nettoyé le garage de papa, celui qu'il menace d'organiser depuis 15 ans. Il avait besoin d'être organisé, a-t-elle dit. Et ta mère fait une excellente limonade. Elle sait aussi se servir d'une perceuse électrique, a ajouté maman avec approbation. Contrairement à certaines personnes qui resteront anonymes, mais dont le nom rime avec Vanessa. Au cours des 3 jours suivants, le champ de bataille des réseaux sociaux s'est étendu de manière exponentielle. Des amis qui avaient initialement sympathisé avec le chagrin de Vanessa ont commencé à partager leurs propres histoires. Le schéma est apparu clairement, elle était malheureuse depuis des années, critique envers tout le monde, impossible à satisfaire, peu importe les efforts des gens.
Rebecca a géré tout cela avec la grâce de quelqu'un qui a passé des années à gérer des situations de vie ou de mort aux urgences. Elle n'a pas participé au drame ni répondu aux attaques de plus en plus désespérées. Elle a simplement vécu sa vie, posté des photos normales de notre routine quotidienne, traité les gens avec gentillesse. Le contraste en disait long sur le caractère et la maturité. « Regarde ça », a dit Rebecca jeudi soir en me montrant son téléphone. Brad, le coach, avait publié une déclaration publique se distanciant de toute la situation. Apparemment, plusieurs femmes s'étaient manifestées avec des histoires sur son comportement prédateur avec les clientes. Sa salle de sport avait mis fin à son contrat et il faisait face à d'éventuelles poursuites judiciaires. Vanessa le défend dans les commentaires, a noté Rebecca. Bien sûr qu'elle le fait. Elle pense probablement encore qu'ils ont un avenir ensemble. Même s'il a été arrêté pour fraude ? J'ai regardé l'écran de plus près. Arrêté pourquoi ? Il vendait de faux suppléments à ses clientes, promettant une croissance musculaire et une perte de poids avec ce qui s'est avéré être des pilules de sucre coûteuses. Les services de santé ont fermé son activité secondaire hier. Elle sait vraiment bien les choisir. Vendredi matin a apporté le faire-part de mariage. Pas le nôtre, celui de Vanessa. Elle avait apparemment renoué avec un ancien petit ami de l'université, un certain David Chen, qui travaillait dans la finance. L'annonce de leur fiançailles les montrait posant devant un restaurant cher, souriant tous les deux avec l'intensité de gens qui essaient trop fort de se convaincre qu'ils ont pris la bonne décision. 2 mois, a dit Rebecca en lisant par-dessus mon épaule. De divorcer à fiancer en 2 mois. Elle a toujours été efficace quand elle veut quelque chose. Elle veut nous battre à l'hôtel. Prouver qu'elle est passée à autre chose en premier. Je me suis tourné pour la regarder, étudiant ce visage qui m'était devenu aussi familier que mon propre reflet. Avons-nous un hôtel auquel la battre ? Rebecca a souri, l'expression qui avait d'abord attiré mon attention à l'université, quand elle sortait avec mon colocataire et que j'étais trop timide et honorable pour admettre mes sentiments. On pourrait, a-t-elle dit prudemment. Si nous le faisons, ce n'est pas à cause d'elle, ai-je dit rapidement. Pas parce que nous sommes en compétition ou que nous prouvons quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. Mais parce que je t'aime. Parce que je t'aime depuis des années, même quand c'était inapproprié et impossible. Parce que te voir essayer de la rendre heureuse a failli détruire les parties de toi dont je suis tombé amoureux. Et je ne supporte pas l'idée de te perdre à nouveau. Tu ne me perdras pas, alors épouse-moi. Je l'ai fixé, le café refroidissant dans mes mains, la lumière du matin filtrant par la fenêtre de la cuisine, faisant paraître ses cheveux comme de l'or filé. C'est une demande en mariage ? C'est une déclaration d'intention, a-t-elle répondu. La vraie demande viendra plus tard, avec une meilleure bague, moins de vaisselle du petit déjeuner dans l'évier et peut-être de la musique romantique. J'aime beaucoup cette demande-ci. Je l'ai embrassée alors, un goût d'éternité, de seconde chance, et de ce genre d'amour qui ne nécessite pas une performance constante ou des tentatives désespérées de prouver sa valeur. 3 semaines plus tard, nous avons envoyé nos propres invitations. La liste des invités était délibérément intime, famille immédiate, amis proches, des gens qui nous connaissaient vraiment au lieu de gens qui voulaient juste assister à un drame. Nous avons choisi une petite église dans la ville natale de Rebecca, la même où ses parents s'étaient mariés 30 ans plus tôt. Le mariage de Vanessa était prévu pour le week-end suivant dans un complexe hôtelier qui coûtait plus cher par jour que le loyer mensuel de la plupart des gens. Les photos sur les réseaux sociaux montraient des décorations élaborées, du design partout, une liste d'invités qui ressemblait plus à un événement de réseautage qu'à une célébration de l'amour. Elle essaie de prouver quelque chose, a observé Rebecca en me montrant des photos de centres de table qui coûtaient probablement plus cher que tout notre budget de mariage. Elle essaie toujours de prouver quelque chose. Généralement, qu'elle mérite mieux que ce qu'elle a, tu penses qu'elle est heureuse. J'ai réfléchi à cela en regardant les photos de Vanessa dans une robe qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle était belle, bien sûr. Elle avait toujours été belle. Mais son sourire semblait forcé, fragile sur les bords. Je pense qu'elle essaie d'être heureuse, ai-je dit finalement. Mais je ne pense pas qu'elle sache ce que ça fait vraiment. Le jour de notre mariage s'est levé, clair et chaud, un temps de septembre parfait qui ressemblait à une bénédiction de la part des forces qui gouvernent les secondes chances et la gratitude tardive. Rebecca était magnifique dans une simple robe blanche. Pas de traîne élaborée ni de détails dramatiques, juste une élégance classique qui faisait paraître les photos de mariage de Vanessa sur les réseaux sociaux désespérés en comparaison. Mon père l'a conduite à l'hôtel car son propre père était décédé des années plus tôt,
et mes parents l'avaient officieusement adopté quelques semaines après que notre relation soit devenue sérieuse. Il lui a chuchoté quelque chose à l'hôtel qui l'a fait rire, puis lui a embrassé la joue et m'a serré fermement la main. « Ne gâche pas celle-là », a-t-il dit doucement. « Je ne le ferai pas, papa. » La cérémonie était simple, sincère, tout ce que mon premier mariage n'avait pas été. Pas de chorégraphie élaborée ni de considération pour les réseaux sociaux, juste deux personnes faisant des promesses qu'elles avaient l'intention de tenir devant des témoins qui se souciaient réellement de leur bonheur. Quand le pasteur nous a déclarés mari et femme, le baiser a eu le goût d'un retour à la maison après des années perdues en territoire étranger. L'église s'est remplie rapidement malgré notre liste d'invités délibérément modeste. Amis, famille, collègues, des gens qui avaient vu mon premier mariage s'effondrer au ralenti et qui voulaient assister à quelque chose de mieux naissant des cendres. Les amis de l'école de médecine de Rebecca étaient assis à côté de mes collègues ingénieurs. Mes parents discutaient avec sa mère, et tout le monde semblait sincèrement heureux d'être là au lieu de remplir une obligation sociale. Rebecca était absolument magnifique dans une simple soie blanche. Pas de traîne élaborée ni de voile cathédrale, juste une élégance classique qui rendait magnifiquement en photo sans crier à l'attention. Sa robe coûtait moins cher qu'un des sacs à main de Vanessa, mais elle la portait avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait sa valeur, qui n'avait rien à voir avec les étiquettes de prix. La cérémonie elle-même était tout ce que mon premier mariage n'avait pas été, authentique, sincère, axé sur l'amour réel au lieu de la performance sociale. Quand Rebecca a descendu l'allée, j'ai senti les larmes monter et je n'ai pas cherché à les cacher. Voilà à quoi ressemblait le bonheur. Cher bien-aimé, a commencé le pasteur, et j'ai cessé d'écouter des mots que j'avais déjà entendus, me concentrant plutôt sur le visage de Rebecca. La façon dont la lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitraux, le son de mon père se raclant la gorge, ému, au premier rang. Nous avions écrit nos propres vœux, de simples promesses de partenariat, de respect, de nous choisir mutuellement chaque jour. Pas de déclaration dramatique ni de fioritures poétiques, juste des mots honnêtes sur la construction de quelque chose de durable ensemble. Je promets de t'aimer, pas seulement dans les moments faciles, a dit Rebecca, la voix stable et claire, mais surtout quand la vie se complique. Je promets d'être ta partenaire, pas ton projet. Je promets de te voir clairement et d'aimer ce que je vois. Mon tour. Je promets de ne jamais prendre ta présence pour acquise. De me souvenir que l'amour est un choix, pas un sentiment, et de te choisir chaque jour. Je promets de grandir avec toi au lieu d'essayer de te changer. Les alliances allaient parfaitement. Le baiser a duré juste assez longtemps pour paraître réel sans devenir une performance artistique. Quand le pasteur nous a déclarés mari et femme, les applaudissements étaient sincères et chaleureux. La réception a eu lieu dans la salle paroissiale de l'église, décorée avec les fleurs du jardin de Rebecca et la belle vaisselle de ma mère. Pas de traiteur élaboré ni de bar ouvert, juste de la bonne nourriture et une meilleure compagnie. Les gens se parlaient vraiment au lieu de poser pour des photos sur les réseaux sociaux. Je dansais avec ma nouvelle femme, tous deux riant de mon manque total de rythme, quand je l'ai vue à travers la fenêtre. Vanessa était assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue, le moteur tournant, les mains agrippées au volant comme si elle essayait de décider s'il fallait fuir ou se battre. Elle était là depuis au moins 20 minutes, regardant les invités arriver et partir, rassemblant son courage ou assimilant la réalité que la vie avait continué sans elle. Elle est là, ai-je dit doucement à Rebecca. Je sais, a répondu Rebecca en suivant mon regard. Je l'ai vue pendant la cérémonie aussi. Elle est restée debout à l'arrière pendant environ 10 minutes. Tu n'es pas inquiète? De quoi? Elle ne peut pas arrêter ça. C'est déjà fait. Nous sommes déjà mariés. Elle pourrait faire une scène. Laisse-la faire. Tout le monde ici connaît la vérité sur ce qui s'est passé. Laisse-les voir la différence entre qui nous sommes et qui elle est. Vanessa est finalement entrée pendant la danse père-fille. Elle s'est glissée par la porte latérale, vêtue de la robe noire qu'elle portait aux funérailles de sa grand-mère. Cheveux parfaitement coiffés, mais les yeux rougis par les larmes ou la rage. Probablement les deux. La musique s'est arrêtée immédiatement. Les conversations se sont estompées comme si quelqu'un avait baissé le volume de toute la pièce. Tout le monde s'est tourné pour regarder la femme qui avait détruit son mariage, debout sur le seuil de la célébration de son remplacement. Luc, a-t-elle appelé à travers la pièce, sa voix portant clairement dans le silence soudain. J'ai arrêté mon pas de danse et me suis approché, Rebecca à mes côtés, tous deux nous déplaçant avec une délibération calme. Pas de précipitation, pas de panique, juste deux personnes gérant une interruption inattendue,
mais pas totalement surprenante. Que veux-tu, Vanessa? Je veux savoir si c'est réel, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende, ou si tu fais juste ça pour me faire du mal. La question est restée en suspens dans l'air comme la fumée de cigarettes dans un restaurant non-fumeur. Autour de nous, nos invités attendaient une réponse qui définirait le reste de la soirée et serait probablement répétée lors de dîners pendant des années. Ça n'a rien à voir avec toi, ai-je dit simplement. Tout a à voir avec moi. J'étais ta femme. Je te connais mieux que personne. Tu étais mon erreur, ai-je répondu, empruntant ses propres mots de notre dernière dispute. Rebecca est mon choix. Tu ne l'aimes pas, si, je l'aime. Pas comme tu m'aimais, moi. Rebecca s'est avancée avant que je puisse répondre. Tu as absolument raison, a-t-elle dit doucement. Il ne m'aime pas comme il t'aimait. Le visage de Vanessa s'est illuminé de satisfaction, pensant qu'elle avait remporté une sorte de victoire. Il m'aime mieux, a poursuivi Rebecca, sa voix portant clairement dans le silence de la chapelle. Sans désespoir, sans essayer de me réparer ou de me changer ou de me transformer en un idéal impossible, sans espérer que je devienne quelqu'un d'autre entièrement. Ce n'est pas, c'est toi qui lui as tout appris sur l'amour, a interrompu Rebecca. Comment reconnaître quand c'est réel et quand c'est une performance? Comment faire la différence entre un partenariat et une possession? Comment savoir quand quelqu'un veut vraiment être là, et non quand il fait juste semblant? Rebecca. A commencé Vanessa. Merci, a dit Rebecca avec une sincérité authentique, de lui avoir montré ce qu'il méritait, pour qu'il puisse le reconnaître quand c'est finalement arrivé. La pièce est tombée dans un silence complet. Même le personnel du traiteur a cessé de bouger, figé avec des cuillères de service à mi-chemin de leur destination. Vanessa a regardé autour d'elle les visages qui avaient autrefois été amicaux, allant maintenant de l'inconfort à une hostilité ouverte. C'étaient des gens qui l'avaient invité à des fêtes, célébré ses succès, soutenu son mariage quand il s'effondrait. Maintenant, il la regardait comme une étrangère importune qui avait fait irruption dans une fête privée. Ma mère s'est levée de sa table. Vanessa, ma chère, a-t-elle dit avec la fausse douceur qu'elle réservait aux personnes qu'elle détestait vraiment. Je pense que tu devrais partir maintenant. C'est mal, a dit Vanessa, la voix légèrement cassée. Ce sont les conséquences, a ajouté mon père de l'autre côté de la pièce. Vous vous êtes tous retournés contre moi, a-t-elle poursuivi, cherchant désespérément un visage sympathique et n'en trouvant aucun. Vous l'avez choisi plutôt que moi sans même entendre ma version des faits. Nous avons entendu ta version pendant 2 ans, a dit doucement la mère de Rebecca. Chaque fois que tu te plaignais que Luc était ennuyeux. Chaque fois que tu levais les yeux au ciel quand il parlait de son travail. Chaque fois que tu faisais clairement comprendre que tu pensais mériter mieux que ce que tu avais. Je me défoulais. Tu nous montrais qui tu étais vraiment, ai-je dit. Et nous t'avons cru. Le sang-froid de Vanessa s'est finalement complètement brisé. Les larmes ont commencé à couler, maculant son maquillage soigneusement appliqué, la transformant en temps réel d'ex-femme menaçante en pathétique trouble-fête. J'espère que vous êtes tous heureux, a-t-elle sangloté. Nous le sommes, a simplement répondu Rebecca. J'espère que tu réalises que tu as détruit une amitié de toute une vie. J'ai réalisé exactement ce que valait notre amitié, a dit Rebecca. À peu près la même chose que ton mariage, apparemment. Ce fut le coup de grâce. Vanessa s'est retournée et a couru, ses talons claquant frénétiquement contre le parquet, la porte claquant derrière elle avec assez de force pour faire vibrer les fenêtres. Le silence s'est étiré pendant exactement 30 secondes avant que l'orchestre ne recommence à jouer. Les conversations ont repris comme si quelqu'un avait réactivé le son d'une télévision. La vie a continué. C'était brutal, ai-je dit à Rebecca alors que nous retournions sur la piste de danse. C'était nécessaire, a-t-elle répondu en me serrant contre elle. Certaines personnes n'apprennent les conséquences qu'à la dure. Tu penses qu'elle essaiera autre chose? Probablement. Mais ça n'a plus d'importance. Tout le monde a vu exactement qui elle est ce soir. Personne ne la prendra au sérieux après ça. J'évitais les conflits au lieu de défendre ce qui était juste. Rebecca a continué, j'aurais dû te dire il y a des années qu'elle ne méritait pas les efforts que tu mettais dans ce mariage. J'aurais dû lui dire qu'elle prenait un homme bien pour acquis. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'étais amoureuse de toi et que je ne faisais pas confiance à mes propres motivations. Je pensais que peut-être je voyais des problèmes qui n'existaient pas vraiment, ou que j'exagérais les problèmes parce que je voulais qu'elle échoue. Et c'était le cas? Non.
Si quoi que ce soit, je sous-estimais à quel point c'était grave, parce que je ne voulais pas paraître jalouse ou manipulatrice. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, traitant la complexité des relations, du timing, et des étranges façons dont la vie s'arrange quand on arrête d'essayer de forcer des choses qui ne sont pas censées être. Je t'aime, ai-je dit finalement. Je t'aime aussi. Plus que je n'ai jamais aimé personne, et d'une manière complètement différente de ce que je pensais que l'amour était censé être. Comment pensais-tu que l'amour était censé être? Désespéré, anxieux, comme si tu essayais constamment de prouver que tu es digne de l'attention de quelqu'un. Comme si tu étais toujours à une erreur de tout perdre. Et comment est-ce que ça te semble, maintenant? Sûr, stable. Comme rentrer à la maison après un long voyage dans des endroits que tu n'as jamais vraiment voulu visiter. 3 mois plus tard, l'injonction d'éloignement a été déposée. Pas par nous, contre Vanessa. L'escalade avait été progressive mais persistante. D'abord, il y a eu le harcèlement sur les réseaux sociaux. Elle avait créé de faux comptes pour surveiller nos publications et commenter nos photos avec des observations de plus en plus délirantes sur notre relation. Puis les passages en voiture ont commencé. Sa voiture garée en face de notre maison à des heures aléatoires, parfois pour quelques minutes, parfois pendant des heures. Le point de rupture est survenu lorsqu'elle s'est présentée à l'hôpital de Rebecca pendant une garde particulièrement stressante aux urgences. Elle avait sommément découvert l'emploi du temps de Rebecca et était arrivée pendant un cas de traumatisme, exigeant de lui parler des « affaires inachevées ». Pendant que Rebecca essayait littéralement de sauver la vie de quelqu'un. La sécurité de l'hôpital l'avait escortée dehors, mais pas avant qu'elle ait causé assez de scandale pour embarrasser Rebecca professionnellement et mettre en danger les soins aux patients. C'est à ce moment-là que nous avons finalement impliqué avocats, juges et documentation officielle de harcèlement. Elle a perdu la tête, a dit Rebecca en lisant le rapport d'incident de la sécurité de l'hôpital. Complètement déconnectée de la réalité. Elle a toujours été déconnectée de la réalité. Elle était juste meilleure pour le cacher avant. C'est différent, Luc. C'est dangereux. L'injonction d'éloignement a été accordée sans contestation. L'avocat de Vanessa, un défenseur public qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, lui a conseillé de ne pas la contester, probablement parce que les preuves de harcèlement étaient accablantes et indéniables. 6 mois après l'injonction, nous avons appris par des amis communs que Vanessa avait déménagé à Portland avec sa fille Eleanor, cherchant le nouveau départ qui lui avait échappé dans notre ville. L'injonction la suivrait là-bas, bien sûr. Mais au moins, la distance physique rendrait les violations moins probables. Tu penses qu'elle nous laissera enfin tranquilles, a demandé Rebecca pendant le dîner, en lisant un texto de son ancien collègue qui était resté en contact avec la mère de Vanessa. Je l'espère. Pour son bien plus que pour le nôtre. Elle doit se concentrer sur le fait d'être une bonne mère au lieu d'être obsédée par un mariage qui s'est terminé il y a des années. Tu penses qu'elle sera une bonne mère? J'ai réfléchi à cela en coupant le saumon que Rebecca avait préparé avec des herbes de son jardin. Je pense qu'elle essaiera. Sa réussite dépendra de sa capacité à apprendre à faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant ses propres désirs. Ce n'est pas exactement son point fort. Non. Mais avoir un enfant change parfois les gens. Peut-être qu'elle nous surprendra. Peut-être. Les photos sont devenues virales en 6 heures. Pas nos photos de mariage. Celles-là sont restées privées, partagées uniquement avec la famille et les amis proches qui étaient réellement présents. Le contenu viral était la crise de nerfs publique de Vanessa, capturée par des dizaines de caméras de téléphone et partagée sur les plateformes de médias sociaux avec des commentaires de plus en plus créatifs et brutaux. Son entrée dramatique avait été filmée sous plusieurs angles. Quelqu'un l'avait surprise debout devant l'église pendant 20 minutes, clairement visible à travers les vitres des voitures, rassemblant son courage ou traversant le processus psychologique qui l'avait convaincu que c'était une bonne idée. Un autre invité avait enregistré toute sa confrontation avec nous, avec un son qui captait chaque mot. Ex-Folding fait irruption au mariage est devenu une tendance en quelques heures. Des vidéos de réaction ont surgi, analysant son comportement. Des mèmes sont apparus, mettant en scène des captures d'écran de son visage strié de larmes. Elle avait réussi à devenir exactement ce qu'elle avait toujours craint, un divertissement public et une mise en garde sur les réseaux sociaux. Nous avons découvert l'étendue des dégâts pendant notre lune de miel en Irlande, randonnant à travers des collines émeraudes et visitant d'anciens châteaux pendant que nos téléphones vibraient de notifications que nous ignorions pour la plupart. Lorsque nous avons finalement vérifié les réseaux sociaux le 3e jour, l'histoire avait pris sa propre vie, complètement séparée de notre expérience réelle. Regarde ça,
a dit Rebecca en me montrant l'écran de son téléphone alors que nous étions assis dans un pub à Galway. Quelqu'un a fait une compilation vidéo de toutes ses publications sur les réseaux sociaux de l'année écoulée, avec une musique dramatique. La vidéo était montée de manière professionnelle, montrant la progression de Vanessa de femme mariée confiante à divorcer désespérée, puis à ex de plus en plus instable. Ses propres publications fournissaient le récit, plainte sur le mariage, célébration de la liberté, attaque contre d'anciens amis, tentative de réconciliation dramatique sur fond de musique orchestrale. Ça ressemblait à la bande-annonce d'un thriller psychologique. 2 millions de vues, ai-je noté. Elle a essayé de prendre le contrôle du récit et a fini par documenter sa propre chute. Devrais-je me sentir coupable de ça? Rebecca a réfléchi en sirotant sa bière. Te sens-tu coupable? Un peu. Elle ne gère manifestement pas bien la réalité. Elle a eu des choix, Luc. À chaque étape, elle a eu des choix. Elle aurait pu travailler sur notre mariage au lieu de chercher l'excitation ailleurs. Elle aurait pu partir tranquillement et avancer avec dignité. Elle aurait pu accepter que nous ayons trouvé le bonheur ensemble et nous souhaiter le meilleur. Au lieu de cela, elle a choisi le drame à chaque fois. Elle a choisi de tout ramener à elle, même des choses qui n'avaient rien à voir avec elle. Ce sont des conséquences qu'elle a méritées. De retour aux États-Unis, la tempête médiatique s'était en grande partie calmée à notre retour de lune de miel. Mais les dommages à la réputation de Vanessa étaient permanents. Ses fiançailles avec David Shen s'étaient discrètement terminées. Il avait apparemment été horrifié par les vidéos virales et avait décidé qu'il ne voulait pas de ce niveau de chaos dans sa vie. Ses comptes de médias sociaux sont devenus privés. Ses publications ont cessé d'apparaître dans nos flux. Des amis ont rapporté qu'elle était retournée vivre temporairement chez ses parents en attendant de savoir quoi faire ensuite. La vie s'est installée dans quelque chose de paisible et de durable. Rebecca a emménagé ses affaires dans notre maison, maintenant, légalement et émotionnellement. Nous avons développé des routines qui semblaient naturelles au lieu d'être négociées, café ensemble avant le travail, cuisiner en discutant de nos journées, lire au lit jusqu'à ce que l'un de nous s'endorme le premier. Elle laissait des revues médicales empilées à côté du canapé, et je laissais des manuels d'ingénierie ouverts sur le comptoir de la cuisine, et aucun de nous ne se souciait du désordre intellectuel de l'autre. Nous construisions quelque chose ensemble au lieu d'essayer de réparer quelque chose de cassé. 6 mois après le mariage, la première annonce de bébé est arrivée. Pas de nous, de Vanessa. La publication Instagram montrait une photo d'échographie soigneusement mise en scène avec la légende « Nouveau départ et bénédictions inattendues » et des tags indiquant qu'elle était enceinte de 16 semaines. Aucune mention de l'identité du père. Pas de bague de fiançailles visible sur la photo soigneusement recadrée ne montrant que c'est maintenant l'image de l'échographie. « Tu penses que c'est vrai ?» a demandé Rebecca en étudiant la photo. « Probablement, ai-je dit. Le timing correspond à l'époque où elle sortait avec David. Tu penses qu'il est au courant? S'il l'est, il ne revendique pas publiquement la paternité. » Rebecca a posé son téléphone et s'est blottie contre moi sur notre canapé. Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si elle n'était pas partie? Tous les jours pendant le premier mois après le divorce, ai-je admis. Puis j'ai réalisé que se poser la question était inutile. Elle m'a montré qui elle était vraiment, et j'ai finalement commencé à la croire. Et je t'ai montré qui j'étais vraiment. Tu m'as montré qui nous pouvions être ensemble. Il y a une différence. Quelle est la différence? Tu n'as pas essayé de me convaincre que tu étais quelqu'un d'autre. Tu as juste été toi-même. Et toi-même s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. 8 mois plus tard, une autre annonce est arrivée. Une annonce de naissance cette fois, avec une photo d'une minuscule main rose enroulée autour d'un doigt d'adulte. Le bébé était magnifique, parfait, innocent des choix et des erreurs de sa mère. L'enfant s'appelait Eleanor, le nom de la grand-mère de Vanessa, la même femme qui m'avait donné la bague de fiançailles, qui avait choisi Rebecca plutôt que sa propre petite-fille, qui était morte déçue des choix que Vanessa avait faits. L'audace m'a frappé comme un coup de poing, suivi immédiatement par quelque chose qui ressemblait à du deuil. Elle avait nommé sa fille d'après la femme dont elle avait perdu l'approbation, l'héritage qu'elle avait perdu, le legs qu'elle avait détruit par ses propres actions. Elle essaie de récupérer quelque chose, a dit Rebecca en lisant l'annonce de naissance par-dessus mon épaule. Elle essaie de réécrire l'histoire. Les commentaires sur la publication ont révélé une histoire plus large. Vanessa élevait Eleanor seule. Le père, David, avait vraisemblablement disparu pendant la grossesse,
peu disposée à s'engager avec une femme devenue tristement célèbre pour ses crises de nerfs publics. Ses parents l'aidaient financièrement mais maintenaient une distance émotionnelle, toujours blessée par son abandon pendant la dernière maladie de son grand-père. D'anciens amis offraient des félicitations polies sans chaleur. Le cercle social qu'elle avait autrefois commandé était passé à autre chose, trouvant de nouvelles dynamiques qui ne tournaient pas autour de son drame et de ses exigences d'attention. « J'ai presque pitié d'elle », a dit Rebecca. « Presque. Puis je me souviens de la façon dont elle t'a traité. Comment elle a traité tous ceux qui se souciaient d'elle. Comment elle traitera probablement cet enfant innocent quand Eleanor ne répondra pas à ses attentes impossibles. » J'ai rapproché Rebecca, respirant l'odeur familière de son shampoing mélangée à l'odeur persistante du dîner que nous avions cuisiné ensemble. Des plaisirs simples qui auraient été impossibles pendant mon mariage avec Vanessa, qui avait transformé chaque moment domestique en performance artistique ou en champ de bataille émotionnel. Nous devrions envoyer un cadeau, a dit Rebecca de manière inattendue. Quoi? Pour le bébé. Ce n'est pas la faute d'Eleanor si sa mère prend des décisions terribles. J'ai réfléchi à cela, le geste généreux qui démontrerait notre absence totale d'amertume tout en soulignant à quel point nous avions dépassé le drame. Quel genre de cadeau? Quelque chose de pratique. Des vêtements pour bébé, peut-être une obligation d'épargne pour son avenir. Un fonds universitaire semble excessif. Un petit, a précisé Rebecca. Avec une carte qui dit, pour l'avenir d'Eleanor, de la part de ton oncle Luc et de ta tante Rebecca. Le génie du geste m'a frappé immédiatement. Non seulement il nous positionnerait comme les parties matures et généreuses dans tout récit futur, mais il établirait également notre présence permanente dans la vie de l'enfant. Chaque fois que Vanessa regarderait ce relevé d'obligation d'épargne, elle se souviendrait que son ex-mari et sa nouvelle femme pensaient au bien-être de sa fille pendant qu'elle luttait avec la monoparentalité et l'isolement social. « Tu es terrifiante quand tu veux », ai-je dit à Rebecca. J'ai appris la stratégie en observant le maître, a-t-elle répondu en m'embrassant la joue. Vanessa m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur la guerre psychologique. Nous avons envoyé le cadeau avec une simple carte, « Félicitations pour votre magnifique fille. Nous souhaitons à Eleanor santé, bonheur et tout l'amour qu'elle mérite. Puisse-t-elle grandir entourée de gens qui la choisissent chaque jour. » Le message était subtil mais clair. Nous serions là pour cet enfant d'une manière dont sa mère n'avait pas su être là pour les personnes qui l'avaient aimé. Vanessa n'a jamais répondu directement, mais ses quelques publications suivantes sur les réseaux sociaux semblaient sobres, moins performatives que d'habitude. Elle avait reçu le message et en avait compris les implications. Un an après la naissance d'Eleanor, nous avons reçu une visite inattendue. La mère de Vanessa, Patricia, se tenait sur notre seuil, tenant une enveloppe Kraft et paraissant plus âgée que ses 62 ans. Le stress des 2 dernières années avait creusé de nouvelles rides autour de ses yeux et rendu ses cheveux bruns presque entièrement argentés. « Bonjour, Luc », a-t-elle dit doucement. « J'espère que je ne dérange pas, Madame Patterson, entrez, je vous en prie. » Elle est entrée dans notre salon comme quelqu'un qui visite un musée, prudente, respectueuse, clairement dépassée par la paix et l'ordre qu'elle y trouvait. Rebecca lui a apporté un café sans qu'on le lui demande, endossant le rôle d'hôtesse gracieuse avec une aisance naturelle. « Je voulais vous remercier tous les deux », a dit Patricia, les mains tremblant légèrement en soulevant la tasse. « Pour tout. Les visites à l'hôpital pendant l'opération de Robert, le fonds universitaire pour Eleanor, pour être de meilleures personnes que ma fille ne le méritait. Madame Patterson, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. » Elle a ouvert l'enveloppe Kraft et en a sorti plusieurs documents. Vanessa m'a demandé de vous les rendre. J'ai reconnu immédiatement ma propre écriture. Des lettres d'amour que j'avais écrites pendant nos fiançailles. Des cartes d'anniversaire avec des messages sincères. Des poèmes d'anniversaire composés quand je croyais encore que les gestes romantiques pouvaient combler le fossé entre qui elle était et qui j'avais besoin qu'elle soit. Elle a dit qu'elle ne voulait plus les garder, a expliqué Patricia. Elle a dit que ce n'était pas juste pour Eleanor de les avoir là, lui rappelant des relations ratées. Rebecca a pris une des lettres, parcourant les déclarations sincères de dévotion éternelle de mon jeune moi avec le genre d'attention douce qu'elle portait à tout ce qui était important. « C'est magnifique », a-t-elle dit. « C'était de l'entraînement », ai-je répondu. « Pour quelque chose de vrai. » « Non », a dit fermement Patricia. « Ce n'était pas un effort perdu. C'était toi qui apprenais à aimer correctement, à exprimer tes sentiments honnêtement. Le problème n'était pas ta capacité à aimer, c'était sa capacité à le recevoir. » Elle s'est levée pour partir,
s'arrêtant à notre porte d'entrée avec le poids de conversations inachevées. Vanessa déménage à Portland le mois prochain, a-t-elle dit. Elle recommence à zéro avec Eleanor. Je ne m'attends pas à ce que vous ayez de ces nouvelles. Bonne chance à toutes les deux, ai-je dit, et je le pensais. Elle avait tout, a dit Patricia, la voix chargée de déception maternelle. Un bon mari, des amis fidèles, le soutien de sa famille, la sécurité financière. Elle a tout jeté pour une excitation qui s'est avérée n'être qu'une solitude coûteuse. Les gens font des choix, a dit doucement Rebecca. C'est vrai, a convenu Patricia. Et parfois, ils doivent vivre en regardant les autres profiter de ce qu'ils ont volontairement abandonné. Après son départ, Rebecca et moi avons lu les lettres ensemble près de la cheminée. Mon jeune moi avait été si désespéré de prouver sa valeur, si désireux de convaincre Vanessa qu'elle était précieuse et irremplaçable. Les mots me faisaient grincer des dents maintenant. Trop d'efforts, trop d'acharnement à mériter quelque chose qui aurait dû être donné librement. J'étais pathétique, ai-je dit. Tu étais plein d'espoir, a corrigé Rebecca. Il y a une différence. Je ne t'écrirai jamais de lettres comme ça. Tant mieux. Je préfère la façon dont tu montres ton amour maintenant. Et c'est comment? En étant présent. En me choisissant chaque jour sans drame ni grand geste. En faisant du café le matin, en lisant à côté de moi le soir, et en n'essayant pas de résoudre des problèmes que je ne t'ai jamais demandé de résoudre. Je l'ai regardée, assise en tailleur sur notre canapé, les cheveux en queue de cheval désordonnés, portant un de mes vieux t-shirts d'université tout en lisant ma poésie amoureuse embarrassante sans jugement. Elle était tout ce que Vanessa avait prétendu vouloir, mais avait été trop fière et agitée pour l'accepter. Je t'aime, ai-je dit. Je sais, a-t-elle répondu. C'est ce qui fait que ça marche. 2 ans plus tard, nous avons une autre propre annonce de naissance à envoyer. Notre fils, James, est arrivé un mardi matin après 14 heures de travail qui ont laissé Rebecca épuisée mais triomphante. Il avait ses yeux bleus et ma mâchoire têtue, mes cheveux bruns et ses parfaites petites oreilles. La chambre d'hôpital s'est rapidement remplie de visiteurs, les 2 pères de parents, frères et sœurs, amis proches, collègues devenus une famille choisie, des gens qui nous avaient soutenus à travers le drame et célébré notre bonheur sans réserve. Il est parfait, a dit ma mère en tenant James avec l'expertise d'une grand-mère expérimentée. Il est bruyant, ai-je corrigé, mais je souriais alors qu'il agitait de petits poings vers les lumières du plafond. Rebecca somnolait dans le lit d'hôpital, enfin paisible après des heures d'intensité. Je me suis assis à côté d'elle, regardant notre fils découvrir le monde extérieur à l'utérus, cataloguant chaque minuscule expression et son. Mon téléphone vibrait de notifications, félicitations sur les réseaux sociaux, SMS d'amis, demandes de photos de la part de parents désespérés. Je les ai toutes ignorées, entièrement concentré sur la réalité de ce moment. Ma femme, mon fils, notre famille. Une notification a attiré mon attention malgré mes efforts pour rester présent. Un message d'un numéro inconnu. Félicitations pour votre magnifique famille. Vous méritez tout le bonheur du monde. Pas de signature, mais j'ai reconnu la formulation soignée et le ton formel. Vanessa avait vu notre annonce d'une manière ou d'une autre et avait tendu la main avec ce qui semblait être de sincères vœux. J'ai montré le message à Rebecca, qui l'a lu avec l'attention analytique qu'elle portait aux dossiers médicaux. « Qu'est-ce que tu en penses ?» ai-je demandé. « Je pense qu'elle a appris quelque chose sur les conséquences », a dit Rebecca. « Je pense que nous voir construire ce qu'elle a jeté a été éducatif. » Devrais-je répondre ? Le veux-tu ? J'ai réfléchi à cela pendant que James faisait de petits bruits de sommeil et bougeait dans ses couvertures. Est-ce que je voulais répondre ? Est-ce que je voulais rouvrir une quelconque communication avec la femme qui avait failli détruire ma foi en l'amour et le partenariat ? Non, ai-je dit finalement. Certaines conversations sont terminées. Bonne réponse, a dit Rebecca en supprimant le message sans cérémonie. Certaines personnes appartenaient au passé, là où elles ne pouvaient plus nuire au présent. Certains chapitres étaient clos, certains livres étaient rangés, certaines histoires étaient complètes. Rebecca a ouvert les yeux et m'a souri avec l'expression qui m'avait fait tomber amoureux d'elle la première fois. Authentique, sans défense, présente dans l'instant sans calculer d'angle ou d'avantage futur. « À quoi tu penses ?» a-t-elle demandé. « À rien d'important, ai-je dit. »« Bien. Viens t'asseoir avec nous. » Je me suis déplacé sur le lit d'hôpital étroit, m'installant soigneusement à côté de Rebecca avec notre fils dormant paisiblement entre nous. À travers la fenêtre,
la ville continuait son mouvement constant. Des gens qui partent, des gens qui arrivent, des gens qui font des choix qui définiront leur avenir, pour le meilleur ou pour le pire. Nous avions fait nos choix. Nous avions construit notre vie. Nous avions gagné de la seule manière qui comptait, en étant sincèrement, durablement, tranquillement heureux pendant que le chaos tourbillonnait autour de nous. Vanessa avait tout appris à Rebecca sur moi, mes habitudes, mes préférences, mes faiblesses, mes rêves. Elle avait partagé chaque détail intime de notre relation, n'imaginant jamais que sa meilleure amie prenait des notes pour une utilisation future. L'ironie était parfaite et complète. Elle l'avait perdue. Son amie avait étudié ses erreurs et avait gagné grâce à elle. Le bébé a bougé, a fait un petit bruit, s'est rendormi avec la confiance absolue qui ne vient que du fait d'être complètement aimé et complètement en sécurité. Rebecca a serré ma main. Prêt à le ramener à la maison, a-t-elle demandé. Nous sommes à la maison, ai-je répondu. Et nous étions enfin, complètement, définitivement à la maison.